Bienvenue à cette table ronde Grammaticalité des monodies modales. Je suis Dinko Fabrice et je dois encore une fois remercier l'organisation de l'Université Antonine et notre collègue Nida Boumrad pour l'organisation d'une conférence tellement complexe. Pour la première fois en direct online et avec tellement une quantité d'informations, d'idées, de discussions très intéressantes. Et donc, on arrive maintenant à la première table ronde de conclusion d'une journée avec une série de questions qui ont été posées et quelques tentatives de réponse. En fait, l'expérience que nous, les musicologues historiens des formations européennes, nous avons, avait une idée de la modalité, bien sûr, partielle. Et c'est pas par hasard que la Société internationale de musicologie a commencé très récemment à élargir un peu l'intérêt et les échanges. Pour exemple, en 2017, nous avons participé à une conférence, co-organisé une conférence avec notre groupe régional à Chypre, dans l'île de Chypre, sur modalities. Et c'était vraiment une occasion passionnante. En même année, je me suis trouvé pour la première fois invité à Tunis pour participer à l'autre passionnante colloque sur la modalité au prisme de la modernité. Donc, ça commence un dialogue, commence à être vivante la situation, et alors on doit formuler quelques nouvelles moyens d'analyse et de connaissance de tous ces matériels réciproques. Donc, la question grammaticalité des monodies modales peut être un bon point de référence à la fin de cette journée. Nous avons entendu examiner des sources sacrées, des sources franco-latines ou de syro-maronites, des chants analysés d'une manière très vivante et très convaincante, et en même temps la musique profane qui a donné l'autre côté des exemples très, très vivants. À ce point-là, avant de présenter chacun des participants à cette table ronde, je voudrais demander à monsieur Nicolas Meus, qui nous a donné la conférence d'ouverture de cette rencontre aujourd'hui, s'il est d'accord de vouloir répéter seulement les questions qu'il avait posées plus urgentes, c'est-à-dire qu'est-ce que nous manque aujourd'hui dans une perspective d'analyse pour observer les monodies modales d'une manière correcte, parce que chacun des participants à la table ronde pourra emporter son expérience pendant sa recherche personnelle, son point de vue, et ça pourrait aider, par exemple, M. During à focaliser mieux aussi son intervention. Donc, seulement pour commencer en ordre, si Nicolas Meus est d'accord de commencer avec seulement s'il a obtenu déjà des réponses à ces propositions et ces demandes. Alors, non, je ne pense pas avoir eu déjà des réponses. Il faut bien dire que cette partie-ci du colloque était celle à laquelle j'étais le plus préparé, parce que je connais bien la théorie générative modale
de Nida Aboumrad, je vais quand même vous indiquer ce que je constate par rapport à ce que sont mes attentes. C'est d'abord que les analyses que nous avons entendues maintenant, et je suis convaincu que cela est propre non seulement à la sémiotique modale de Nida Aboumrad, mais à la sémiotique en général, ces analyses portaient sur des transcriptions écrites de la musique. C'est-à-dire que le type d'analyse qui a été fait part de la notation, parce que la notation montre des choses sur le fonctionnement du langage que la simple audition ne montrerait pas. Donc ça, c'est un premier point, mais il y a eu une autre réflexion qui me paraît un petit peu décalée par rapport à celle-là, sur les particularités du système, et en particulier la mesure exacte des intervalles, aussi sur le passage du zalzalien au diatonique. Je pense là qu'il faut, ce sont des points qu'il faudra revoir. Je veux dire que, d'abord, je pense que les mesures exactes d'intervalles, et en particulier les mesures en cents, relèvent d'un autre discours qui est plutôt un discours de type acoustique. Je ne suis pas sûr que ces aspects-là soient importants, en tout cas du point de vue sémiotique. D'autre part, je suis un petit peu gêné aussi par le rapport entre la musique occidentale et la musique orientale, la musique modale. Je ne pense pas en particulier que le diatonique vise à s'adapter au système harmonique tonal. Je pense que le diatonique est bien plus ancien que le système harmonique tonal. C'est vrai que la consonance a probablement joué un grand rôle dans l'importance accordée en Occident au diatonique, mais de toute façon, c'est bien avant la tonalité. Et pour ce que nous avons entendu d'une harmonisation au piano de la Rosanna de Sabra, ça, c'est pas du tout de l'harmonie tonale. Il faut bien se rendre compte qu'il faut faire attention aux termes. Ce qui est écrit au piano, là, c'est pas de l'harmonie tonale, c'est pas tonal du tout, c'est à la limite pas vraiment de l'harmonie, c'est un accompagnement avec des superpositions verticales, mais on pourrait dire aussi que ça ressemble à de l'organum médiéval, il y a beaucoup de cartes et de quintes vides. Voilà, donc ça, ce sont les réflexions plutôt, ce n'est pas les réponses que m'ont apporté ces communications, c'est plutôt les réflexions qu'elles m'inspirent. Je me suis posé aussi un point tout à fait de détail, peut-être que Nida Aboumrad pourrait nous dire son opinion sur ce sujet. On a eu des mélodies, c'est Madame Seman qui nous a fait entendre cela, qui commence par un saut de carte ascendant, soldo, l'arrêt, des choses comme ça. Et dans la sémiotique modale de Nida Aboumrad, ces deux notes, puisqu'elles sont en carte, appartiennent à l'une au noyau focal et l'autre pas. Et je pense qu'en réalité, ce cas particulier du saut initial de carte doit d'une certaine manière être extrait ou exclu de cette organisation parce que c'est quelque chose de très particulier. C'est une manière de prendre le souffle. On a ça par exemple dans beaucoup de Negro Spirituals qui commencent par un saut de carte qui est une manière de se préparer à donner le souffle sur la première note. Donc la note inférieure de la carte, je pense, n'appartient pas au système. Mais voilà, c'est un peu dans le désordre les réflexions que je m'étais faites aujourd'hui. Donc, encore une fois, il faut distinguer. Alors oui, quand même, comme je l'avais dit ce matin, il y a un point qui nous manque, enfin, qui me manque totalement, parce que tout simplement, je n'ai jamais réfléchi à cette question. Pour moi, c'est la grande nouveauté, en quelque sorte. Enfin, je suis trop âgé pour me mettre à réfléchir à ça, mais ce sont tous les aspects qui ne sont pas sémiotiques, et qui ne sont pas notables. Et qu'il faudra quand même dont il faudra quand même qu'on discute des questions encore une fois, tempo, timbre, circonstances sociales des exécutions, etc. Voilà. Merci
Nicolas Meus, je vais éviter de vous présenter encore, de vous introduire comme l'avait fait déjà Nida ce matin, mais je dois au moins rappeler qu'à côté de votre longue service à la Sorbonne et à Iremus, vous êtes encore président de la Société belge d'analyse. Donc, c'est quelque chose sur le champ qu'on voit toujours et votre ouverture, surtout avec le dialogue que j'avais déjà évoqué, c'est très important pour nous d'avoir quelqu'un qui peut avoir les moyens pour comprendre des autres discours, des autres méthodologies qui nous viennent au dehors de notre petite compétence. Et alors, avant de restituer à Nida Aboumrad la responsabilité de vous répondre pleinement sur toutes ces propositions comme auteur au moins d'un livre très important sur tout cela, je voudrais introduire dans notre table ronde un éminent collègue que nous connaissons tous très fortement pour ses recherches et ses publications, Jean During. Si Jean est disponible à entrer maintenant dans la discussion, ce serait une autre possibilité de voir l'idée d'arriver à une grammaticalité des monodies modales peut-être d'une autre point de départ, une autre perspective, parce que la perspective des gens, c'est vraiment multiple. Et il a travaillé dans des différentes zones du monde et surtout cette zone vraiment riche des suggestions et des matériaux qu'on pourrait emporter dans cette discussion, que c'est toute l'Asie intérieure et la partie qui s'étend entre l'Iran, l'Ouzbékistan et tout ce qu'il a transformé en plusieurs livres, articles, essais, mais ainsi dans musique vivante qu'il emporte. Donc, si Jean During est à l'écoute, je voudrais demander à lui d'introduire ses réflexions sur la possibilité d'arriver à concevoir une grammaticalité des monodies modales. Bon, pour moi, c'est... Je vois trop les différences d'approche dans ces musiques modales pour pouvoir vraiment dégager des points communs, à part ce qui a été très bien dit depuis longtemps, au moins depuis Trond Vanke, qui considérait un peu toutes ces musiques, de l'Inde jusqu'à la Perse, y compris le Vietnam, et qui a posé quelques repères. Mais quand j'ai affaire, par exemple, vous avez évoqué l'Asie centrale, bon, on a 6 makams et à peu près une douzaine de shobé. On a donc en principe des makams, mais j'en suis arrivé, après des années d'interrogation, d'enquête, à écrire un article sur la perte du sens makamique des Ouïghours, des Ouzbeks et des Tadjiks. C'est-à-dire qu'ils font du makam, mais donc ils font de la musique complètement modale, mais ils ne sont pas capables de vous dire, ou même d'identifier un makam, sauf en reconnaissant une mélodie qu'ils ont bien mémorisée. Et ils se repèrent beaucoup plus par le rythme, c'est-à-dire dans le corpus, c'est le rythme qui est l'indicateur premier. Après, évidemment, vous allez dire, peut-être que j'aurais dû travailler davantage là-dessus, mais mon souvenir des collègues qui se sont lancés là-dedans il y a déjà bien des années, c'est notamment deux, Elsner par exemple, ou bien, bon, peu importe, ils se sont attaqués au makam le plus simple, le plus évident, parce qu'il est pentatonique en partie.
Donc là, ils avaient des repères. Mais personne d'autres, par exemple, Powers, notamment le Sega d'Asie centrale, qui, à mes oreilles, n'a absolument rien d'un Sega centré sur sa quinte et sa carte. Bref, ça n'a pas marché, à mon avis. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, si je considère, par exemple, le cas de la musique persane que je connais et que je pratique depuis longtemps, on voit bien qu'il y a deux approches différentes. Il y a l'idée de... Alors, bon, le terme Makam est tombé en désuétude là-bas parce qu'ils veulent toujours être modernes, alors ils parlent de Avaz ou de Dasga ou de Moyer. Moyer, c'est le terme vraiment technique pour... Mais leur répertoire canonique n'est pas du tout composé de Moyer, même si les Azerbaïdjanais, qui ont à peu près la même chose, le même fonctionnement, dans leur introduction de chaque système, le premier morceau, c'est un Moyer, justement, qui donne le ton, hein, ou qui donne le mode, tout simplement. Donc, bien qu'ils ont ce terme Moyer, mais en pratique, dans leur répertoire canonique, on a des mélodies, simplement, des blocs qui sont des mélodies. Et après, vous avez aussi les musiciens qui sont un peu fatigués de ressasser ces modèles mélodiques, et puis qui s'en tiennent à quelques formules qu'ils retiennent donc de la structure de ce répertoire, avec quelques formules qui permettent d'être plus sûr du mode choisi, parce que sinon, si on s'en tient à un Moyer, on peut avoir plusieurs qualificatifs différents. On peut dire que, voilà, ici c'est plutôt Ras, ici c'est plutôt Maour, et ici c'est plutôt ci ou ça. Alors, avec quelques repères comme ça, ben simplement, ils se promènent dans les modes et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais alors, du coup, ils rejoignent cette espèce de mer commune, l'océan la mer des modes, et ça n'a plus tellement de couleur. Alors il faut qu'ils cherchent quelque chose, d'autres éléments qui donneront la couleur persane s'ils sont persans, ou azerbaïdjanais s'ils sont azerbaïdjanais. C'est ici que, comme le suggère Nicolas Méus, il faut peut-être introduire d'autres éléments, parce que l'analyse modale ne suffit pas à rendre compte vraiment du cœur de ce que sont ces musiques. Alors là, je dirais, il y a un style arabe évident. Moi, je m'amuse parfois sur mon luth, je prends un rythme, un tempo, des maf'aloun, des fa'alatoun, des choses comme ça, et puis je mets une pulsation, et puis je monte et je descends sur une gamme de 2 octaves, avec évidemment, sans répéter forcément à l'octave, je m'arrête à certains endroits et je me balade comme ça, et mon épouse me dit, là tu fais de la musique arabe, n'est-ce pas? Je dis oui, j'essaye d'en faire. Et c'est crédible, pendant 2 minutes, c'est crédible. Et c'est de la musique modale. Et si je joue 20 secondes du répertoire canonique dans le style, on reconnaît tout de suite que c'est persan. Alors, à partir de là, je suis un peu perplexe pour tirer une grammaire générale des musiques modales. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus la différence que les points communs. Puis les points communs, on les connaît. Hein, c'est d'abord, bon, pour chaque famille, c'est l'adoption d'une phonologie. Je peux appeler ça la phonologie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on entend, quels sont ces degrés, on en a bien parlé tout à l'heure, c'était très intéressant pour moi, les différentes positions de la seconde moyenne. Donc on a une phonologie, mais on a aussi une ornementation obligée. Il y a une façon de faire un ornement qui vous amène direct en Asie centrale ou en Inde, et une autre qui est direct Azerbaïdjan, Iran. Ensuite, maintenant ça se mélange un peu parce que les musiciens, ils s'écoutent d'une nation à l'autre, et leur jeu s'en ressent aussi.
ce qui n'est pas plus mal. Donc voilà, moi c'est les différences qui m'intéressent. Et ensuite, évidemment, c'est l'approche. Qu'est-ce que je fais quand j'essaye d'imiter de la musique indienne sur mon instrument, qui s'y prête très bien d'ailleurs. Et qu'est-ce que je fais quand j'essaye d'être dans l'ambiance iranienne, alors que c'est dans les deux cas, c'est modal. Voilà, est-ce que j'ai dit quelque chose qui mérite Grand merci, Jean Turing. Et je n'avais pas de doute que son intervention devait nous poser d'autres questions, en même temps qu'élargir un peu l'horizon sur cette discussion. Effectivement, la phrase de Jean sont les différences qui m'intéressent surtout, c'est à bien voir, c'est quelque chose que nous retrouvons, par exemple, chez le voyageur ancien qui allait voir les traditions, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il n'indique jamais les choses qui sont trop semblables à la musique qu'il connaissait à son pays, et donc il nous donne seulement les informations sur ce qu'il retrouve différent. Et ça, c'est en limite pour nous, pour les recherches sur le passé. Et l'autre chose très importante que je trouve, c'est qu'on pourrait mettre cette affirmation de Jean Turing qui vient d'une expérience vraiment incroyable, je répète, sur des douzaines de recherches dans des différents pays, à côté de ce que quelques-uns avaient dit à propos de l'époque avant le baron d'Erlanger, avant le congrès du Caire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop d'organisation mentale pour les musiciens qui jouaient la musique sans trop d'intellectualisation. Alors, avant de retourner à Nicolas Meus, je vous donne une information que notre collègue Jean-Marc Chouvel, il a suivi presque bien toute la table ronde jusqu'à ce moment, mais il y a des difficultés techniques pour se montrer à l'écran et parler. Donc, on doit résoudre encore ces problèmes techniciels, et je vais donc demander à notre hôte Nida Aboumrad, à ce point-là, de faire sa propre considération à partir toujours de ce que nous avait dit Nicolas Meus et de sa propre idée de tout cela, en répétant que son livre sur les éléments de sémiotique modale est vraiment un point de référence. Donc, on peut essayer de défendre un peu sa vision à ce moment-là. Merci beaucoup, Dinko Fabrice, pour tout ce que vous avez fait ce soir pour animer cette table ronde. Et merci de donner un peu de crédit à ce petit livre, donc sur la sémiotique modale. Je suis très content de pouvoir intervenir maintenant, après donc, nos deux éminents spécialistes, Nicolas Meus, donc pour l'analyse musicale occidentale, mais avec une très grande écoute vers les musiques modales de l'Orient, et donc Jean Turing, qui est notre éminent spécialiste musique d'Asie centrale et toutes les traditions musicales de ce coin du monde. Et donc, c'est sûr qu'il y a des questionnements divers, mais je ne crois pas qu'il y a de contradiction entre nous trois dans nos propos. En fait, comme dans la grammaire chomskienne, il y a un aspect qui est universaliste, général. Donc, il y a une grammaire universelle pour le langage verbal,
et bien sûr des spécificités donc, en fonction des langues données et même des dialectes. Donc il peut y avoir une grammaire, une partie de la grammaire qui est commune à plusieurs langues, ou une grammaire commune à une langue avec plusieurs dialectes et des spécificités. Et bien sûr, le travail du grammairien verbal ou du grammairien musical, ce serait de faire la part des choses entre ce qui est vraiment commun et entre les spécificités, donc de bien détailler ces spécificités. Et personne dans cette démarche vers une grammaire générale, musicale, du côté de la des monodies modales, nous voudrait gommer ces spécificités. Au contraire, nous les étudions et en fait cet outil permet de voir ces spécificités et de les souligner. Donc voilà, ça c'est une première chose, une réponse à notre ami Jean During. Du côté, je suis tout à fait d'accord avec Nicolas Mus sur la notabilité donc, de la musique à analyser. Bien sûr, on ne peut pas vraiment faire une analyse sans réécrire ce que nous entendons. Donc la transcription, c'est une réécriture. L'algébrisation, c'est une réécriture. Que ce soit éthique, émique, ou bien avec des matrices ou avec des vecteurs, qu'ils soient harmoniques ou des vecteurs sémiophoniques, tout ça, ce sont des réécritures. La musique est un phénomène qui est en tant que tel, qui est sonore et discrétisable et sémiotisable, c'est sûr, mais pour l'analyser, il faut écrire et réécrire, nous sommes tout à fait d'accord. Pour la question la question du diatonique, tonal, etc., oui, tout à fait d'accord, Nicolas, sur le fait que le diatonisme n'est pas l'apanage de la tonalité, du système tonal, non. Mais ce qui s'est passé dans ce qu'a décrit Hayaf Yassine tout à l'heure, c'est qu'il y a des monodies modales traditionnelles qui sont bâties sur le système zalzalien avec donc les secondes moyennes et les secondes majeures, et que c'est explicite chez les théoriciens et les compositeurs qui ont fait ce travail, c'est qu'il y a une volonté de supprimer ces intervalles alsaliens et les remplacer par des intervalles diatoniques, comme si c'était des allophones, alors que ce ne sont pas des allophones, parce que la variabilité entre donc un degré alsalien et un degré plutôt complètement diatonique est trop importante par rapport à la marge d'oscillation possible pour un allophone, parce que cette marge c'est de moins de 25 cents, alors que là on va vers les 50 cents de différence. Donc pour eux, c'est normal, ce sont des degrés qui sont mobiles, alors on peut très bien les placer plus haut ou plus bas pour pouvoir faire des consonances de tierces majeures, de tierces mineures, et donc pouvoir les jouer au piano. Donc c'est ça, disons, l'obsession, ou disons, l'argumentation de ces compositeurs ou de ces théoriciens. Il y a plusieurs théoriciens également, que ce soit dans différentes traditions, que ce soit dans le cadre ottoman, que ce soit dans la musique ecclésiastique néo-byzantine, ou dans le contexte syro-maronite, ou pour la musique russe, orthodoxe russe. Donc il y a ce souci de pouvoir rendre certaines musiques qui seraient d'origine modale et qui seraient alsaliennes, de les rendre congruentes, ou disons capables d'être harmonisées. Alors, si cette harmonisation a un sens tonal ou non, une harmonisation modale, mais ce sont des harmonisations dans lesquelles il y a des accords, des agrégations de tierces majeures, de tierces mineures qui sont là et qui obligent ces degrés alsaliens à changer de nature. Donc, c'était ça, je crois, le propos de Hayaf Yassine. Pour la question des quartes et des tierces, oui, dans les noyaux modaux, donc ce sont des chaînes de tierces. Bien sûr, par exemple, si la finale est Ré et que l'octave de ce Ré est un Ré, le Ré d'en bas appartient au noyau alpha, alors que le Ré d'en haut appartient au noyau bêta. Mais il y a des conditions où
Michael Horani l'a montré, qu'il y a des circonstances où non, il y a une transposition de la fonction de finale sur l'octave, et à ce moment-là, cette octave est un alpha. Et pareil pour l'histoire des cartes, ça dépend du contexte, et à ce moment-là, on peut avoir tout à fait la possibilité d'envisager que la carte inférieure soit intégrable au noyau alpha et qu'elle ne soit pas forcément appartenant au noyau bêta. Bon, ce sont des questions techniques qui ne sont pas très importantes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Nicolas, pour la question des aspects non sémiotisés directement. En fait, si vous parlez de sémiotisation pour la hauteur et les durées temporelles, les durées métriques et puis donc le rythme. Mais c'est vrai qu'il y a l'intensité, donc les paramètres d'intensité, de timbre et également de tempo qui peuvent entrer en compte. Et oui, on peut quand même les introduire dans ces approches sémiotiques, mais c'est à un autre niveau. Je pense que c'est tout à fait intéressant. Et de toute façon, ce qui prélude à la journée de demain et celle d'après-demain, c'est que ces structures sémiotiques dont nous avons parlé aujourd'hui, que ce soit les noyaux, les vecteurs, monodiques, modaux, sémiophoniques, la question c'est que est-ce que ces structures, est-ce que disons, notamment ces vecteurs qui sont supposés être porteurs de modalités sémantiques, parce qu'on a un vecteur qui est Q questionnant, qui va de alpha à bêta, donc qui va vers la tension, un vecteur S qui maintient cette tension en bêta, 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 et éventuellement donc un retour, une détente avec un vecteur qui est de bêta à alpha, et puis bien sûr une prolongation primordiale avec P, avec donc un repos sur alpha. Et ce qui est quand même assez amusant, c'est que nous avons PQRS et qui nous donne donc ces quatre lettres qui se suivent dans l'alphabet et qui nous donnent ces quatre dénominations de vecteurs. En fait, ces vecteurs sont syntaxiques, mais ils sont aussi sémantiques. Et c'est à partir de là que c'est intéressant de voir si ces données sont perceptibles à partir de ce qu'avait prédit ou ce qu'avait annoncé Leonard Meyer pour la musique, surtout pour la musique occidentale. Mais là, nous avons un moyen, je pense aussi avec les vecteurs harmoniques vos vecteurs harmoniques Nicolas Meilhus, donc je pense qu'ils sont porteurs de certaines potentialités sémantiques ou sémiosiques, et je crois que c'est intéressant de pouvoir évaluer cela à partir du moment où on les écoute et on vérifie si certaines choses que suppose l'analyse et la grammaire, donc si ces données, ces informations sémiotiques peuvent être perçues en tant que telles ou d'une manière assez proche quand on passe du côté de la perception neurocognitive. Donc, et demain, nous aurons une séance où ces questions-là vont être donc étudiées, donc, notamment par Nathalie Abou-Jaoudé et Carmen Saadé et bien sûr Usha Bachalani. Donc, c'est que ce soit pour le rythme, que ce soit pour l'échelle ou que ce soit pour les modalités sémantiques des vecteurs et les noyaux, il y a une vérification de la perceptibilité, si je puis m'exprimer de la sorte, la perception de ces données sémiotiques par les enfants et par des adolescents et voire par des adultes. Voilà ce que je voudrais dire pour l'instant. Merci. Merci Nida, c'était très clair. Je vois la sigle, au moins la sigle de notre collègue Jean-Marc Chouvel qui on l'a aperçu à la vidéo, il est là, il est parmi nous. Oui. Je crois que ça va marcher. Très bien. Et alors, comme Nida Abou-Mrad a de certaines manières évoqué des choses qui sont en commun avec la recherche qui emporte M. Chouvel, professeur de musicologie à Sorbonne Université à Irémus, chercheur d'épistémologie, de musicologie cognitive, surtout sur la musique contemporaine, ou soit dit contemporaine du siècle passé jusqu'à aujourd'hui.
Et dans son livre Analyse musicale, sémiologie et cognition de formes temporelles, il aborde déjà des choses qui, ce colloque de Beyrouth va emporter d'une manière un peu plus systématique, c'est-à-dire la relation entre l'étude des modalités et les sciences cognitives. Je vous donnerai la parole pour nous dire si vous pensez vraiment qu'on peut arriver à formuler une grammaticalité des monodimodales et de votre point de vue. Pour ce que vous avez suivi de cette table ronde, bien sûr. Oui, j'étais un peu en pointillé, je suis un peu désolé, mais Tim n'a pas été très convivial avec moi. Mais bon, peu importe. J'ai écouté ce qui se passait ce matin, etc. Je vois à peu près où tout ça nous amène. Je ne suis pas du tout, évidemment, un spécialiste de musique modale. Je suis plutôt un étudiant de Xenakis, donc je suis sur une autre planète. Mais Xenakis était très soucieux de toutes les musiques traditionnelles, populaires, et dans la musique contemporaine d'une manière générale est toujours très à l'écoute de tout ce qui se passe dans le monde. Alors, je dois peut-être réagir sur un certain nombre de points. Nicolas Méus, dès son introduction, a proposé de revenir à Varèse et à sa définition de la musique comme son organisé. Et d'ailleurs, un des participants a réduit ou élargi, je ne sais pas, cette définition à son mélodique organisé, dans un contexte où effectivement il s'agissait d'universaliser un petit peu plus les concepts. Et, je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre d'enjeux, on voit bien les clivages, les réticences dans nos discussions. Et je pense qu'effectivement, l'idée de son organisé de Varèse nous met le doigt sur ce qui fait les limites un petit peu de notre travail en tant que musicologue. Nicolas Méus disait que une des réticences vis-à-vis de cette définition de Varèse était que cette définition englobait le langage articulé. Mais en fait, c'est plutôt son intérêt, c'est-à-dire que c'est effectivement une définition inclusive et non pas exclusive. Et il pose la question, effectivement, de savoir ce que c'est que cette organisation et à quoi elle correspond. Moi, je me suis attelé, vous l'avez rappelé, à essayer de donner un tournant cognitif à la compréhension de cette organisation du monde de la musique, un tournant extrêmement vaste parce que les répertoires qui me concernent, évidemment, sont extrêmement divers. Et ce qu'il me semble, c'est que nous avons intérêt à avoir une idée assez large de ce que sont ces organisations et ne pas les piéger. D'une certaine manière, je ne suis pas d'accord, et je ne peux pas l'être, parce que dans mes répertoires, ça n'aurait juste aucun sens, avec ce que disait Nida, qui est qu'il faut réécrire pour pouvoir analyser. Je pense que c'est déjà faire, en fait, le mot réécrire, et c'est déjà faire une hypothèse sur ce que nous devons trouver. Pour ma part, j'accepterai autant que réécrire le mot représenter pour pouvoir analyser. Or, représenter, c'est pas tout à fait réécrire. Parce que dans réécrire, il y a l'idée justement qu'on est déjà dans quelque chose qui est de l'ordre du langage. Alors, il ne s'agit pas de nier que dans la monodie, et notamment dans les monodies arabes, il y a quelque chose qui est de l'ordre du langage, puisque ces monodies sont en général liées à un texte. Elles sont rarement déliées du texte, sauf dans l'improvisation instrumentale, qui est déjà un cas de figure
tout à fait intéressante de mon point de vue. Même si on sait très bien qu'une introduction instrumentale, même dans notre culture, hein, chez Bach, quand il y a un prélude pour orgue, c'est sur un texte religieux, et les locuteurs de l'époque de Bach savaient très très bien reconnaître ce que nous ne reconnaissons plus, c'est-à-dire ce texte sous-jacent au musical. Néanmoins, la question que moi je me pose en nous écoutant, enfin en écoutant tout ce que j'ai pu entendre ce matin et tout à l'heure, c'est la question de la limitation de notre compréhension du phénomène que présuppose la réécriture, que présuppose l'univers des notes. Il me semble qu'il y a une grammaticalité possible de toutes ces musiques-là, beaucoup plus inclusive, qui essaie de comprendre justement des qualités, des dimensions supplémentaires. Hein, moi, je viens de la physique, on a toujours un petit peu peur des dimensions cachées dans l'approche de la vérité. Et de ce point de vue, je pense qu'il faut essayer aussi d'avoir une approche un peu plus agnostique, entre guillemets. Alors, je sais bien qu'on est à l'université Antonine, peut-être pas le mot à prononcer, mais bon, c'est dans le sens scientifique, c'est-à-dire ne pas arriver avec... Parce que finalement... Hein? Nous ne coupons pas les têtes, nous ne sommes pas des décapitants. Bon, ça va alors. J'espère bien. Et donc, non, mais quand je dis agnostique, c'est-à-dire arriver à finalement, face au phénomène musical qu'on doit analyser, comme si nous n'avions pas de connaissances préalables quelque part. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été frappé, puisque je ne suis pas connaisseur de cette musique modale, quand je l'écoute, de toute la qualité des finesses de timbre, de toutes ces richesses-là, qui finalement sont un non-dit de nos analyses et de notre façon de les appréhender. Or, les musiciens les investissent, puisqu'ils sont là. Je veux dire, un improvisateur, il cherche cette qualité, quelqu'un qui chante cherche des qualités, et la plupart de ces monodies montrent des inflexions. L'inflexion, c'est pas la note. Alors, ces inflexions sont des vecteurs de tout un tas de micro-phénomènes. Hein. C'est sûr qu'on est en deçà, sûrement des phénomènes forts que vous analysez, mais qui sont extrêmement signifiants. Ils sont absolument pas négligeables. Et voilà, j'aimerais que ma petite intervention ici soit de pousser un peu ce fer-là pour alimenter une discussion, disons. Bien sûr, merci Jean-Marc. C'était effectivement, probablement conçu exactement pour cela, pour donner la possibilité d'élargir un peu la discussion en dehors de la compétence et qui est évidente dans tous les conférenciers de cette journée, mais qui, pour élargir vraiment à la direction des sciences cognitives, a besoin de se confronter avec d'autres situations extérieures. Et sinon, c'est impossible de voir les choses d'une manière complète. Je ne sais pas si Nida veut répondre maintenant ou oui, tu veux attendre la conclusion de tout tour. Je ne vais pas être long pour la réponse et je remercie beaucoup Jean-Marc Chouvel d'avoir soulevé ces questions qui sont très, très intéressantes et qui permettent à la discussion de rebondir. En fait, quand Nicolas Meüs et moi-même, nous parlons tous les deux de cette sémiotisation, donc cette sémiotisabilité, pardonnez ce néologisme, concernant les notes, les musiques qui seraient notables, bien sûr que nous parlons de la possibilité de faire une analyse écrite
Et donc, pour faire une analyse écrite pour les musiques modales et pour les musiques tonales, évidemment, je pense que la notation est tout à fait utile. Bien sûr, pour des musiques électroacoustiques ou des musiques contemporaines, la notation classique est un peu dépassée et qu'on a besoin d'autres systèmes de représentation. Je suis tout à fait d'accord avec vous que dans ce cas-là, la notation n'est pas tout à fait la notation classique, donc l'outil le plus idoine, le plus approprié pour cela. Bon, et la discussion là n'est pas sur les musiques non modales. En fait, je pense que si nous nous centrons sur les musiques modales, le fait de pouvoir noter donc ces musiques, d'une manière ou d'une autre, ça peut être d'une manière pneumatique, comme on l'a vu aujourd'hui, il y avait 2 systèmes pneumatiques qui étaient présentés, et d'ailleurs, la présentation que j'ai faite, c'était sur le chant grégorien, et donc je n'ai pas utilisé vraiment la notation sur 5 portées 5 lignes, je suis allé plutôt vers les neumes, et donc la notation n'est pas strictement sur une portée 5 lignes, etc. Donc voilà, et donc la présentation de Mike Horani, c'était il y avait des notations pneumatiques néo-byzantines qui étaient transcrites dans le système, mais je parle d'une réécriture, c'est-à-dire l'analyse est une réécriture. C'est sûr que ça propose une analyse à travers la réécriture, mais ça ne veut pas dire que ça propose quelque chose de définitif. Ce sont toujours des ébauches, ce sont toujours des esquisses d'approche. Donc la notation est une analyse, c'est sûr, nous sommes, je pense, tous d'accord sur ça. La représentation, ça peut être de différentes manières. Là, on propose une représentation algébrisée. Vous venez de la physique, je viens de la médecine, et nous aimons beaucoup les mathématiques, donc on peut très bien formaliser d'une manière ou d'une autre. Je voudrais juste aussi, sur l'autre question, la question du langage. Quand nous parlons de l'aspect langagier de la musique, c'est pas forcément parce que c'est pour les monodies modales, c'est pas parce qu'elles sont très proches du chant. En fait, c'est vrai, oui, le chant et le texte chanté, ou quand il imprime dans la patte musicale, il imprime sa patte métrique, et oui, il oblige même la musique instrumentale, parce que pour les taqsim, il y a une grande part qui doit être prise dans le sens de l'orthoépie et la métrique de la langue arabe qui s'impose par ces quantités de syllabes, etc. Pour le taqsim, même s'il n'y a pas de chant du tout, le taqsim qu'on a entendu ce matin au Bouzouk était instrumental, mais il était complètement vocalisable dans les tanan, tan, tan, fa'ilat, etc. Donc, ce n'est pas là la question. La question, c'est que ce sont donc la musique serait un système de son organisé. Ce que disait Nicolas, ça pourrait tout à fait s'appliquer aux musiques modales et tonales, peut-être pas aux musiques électroacoustiques ou d'autres musiques contemporaines, mais là, c'est vrai que le langage verbal et le langage musical occupent le même espace acoustique. C'est vrai, mais avec un usage différencié pour les paramètres. Les phonèmes de la parole sont distincts, dont les traits distinctifs pour les phonèmes de la parole, c'est le timbre, alors que les traits distinctifs pour les phonèmes de la musique, c'est la hauteur. Je pense que c'est ça qui est le plus important, c'est de bien concevoir, c'est que nous avons 2 langages qui occupent exactement le même espace acoustique, qui travaillent tous les deux avant tout avec les fréquences, disons pour ce qui est attrait à la phonologie segmentale, la phonologie de base phonématique, c'est les phonèmes du langage parlé verbal emploie les fréquences, mais par les timbres, par le biais, disons, le composant timbre des fréquences, alors que la musique modale, en tout cas peut-être tonale, pas électroacoustique, pas la musique contemporaine, peut-être pas, mais elle emploie la hauteur comme étant le trait distinctif principal. Après les autres traits distinctifs, les autres paramètres psychoacoustiques, qui soient le timbre pour la musique, ce qui est suprasegmental, ce serait le timbre, l'intensité, et alors que pour la parole, les paramètres suprasegmentaux, ce serait précisément la hauteur, et la temporalité, etc. Donc voilà, pour répondre à cela, ce sont 2 langages différents qui occupent le même espace, mais ce sont 2 langages.
et qui ont des grammaires différentes, mais qui ont beaucoup de choses communes dans leur grammaire, mais je pense que la grammaticalité de la musique diffère de la grammaticalité du verbal par le fait que partout, les unités sont plutôt mélodiques. Disons que ce soit sur le plan des phonèmes, que ce soit sur le plan des morphèmes, que ce soit sur le plan des phrases, des constructions phrasatiques, le donné mélodique qui est dans la phonologie, dans la morphologie, mais également dans la syntaxe, nous avons une unité, une homogénéité sur le plan du paramètre acoustique qui est employé, c'est la hauteur qui est là, alors que dans le verbal, le niveau phonologique, il travaille sur des traits distinctifs qui sont de l'ordre du timbre, alors que la morphologie, dès qu'on passe à la morphologie, on passe vers le sens lexical, on passe dans la lexicalité, la phrase, etc. Donc voilà, pardonnez-moi d'avoir été long, mais j'avais besoin de préciser ces choses. Merci. Bien sûr, Nida. On avait fixé un maximum de 50 minutes pour cette séance qui est déjà passée comme temps, mais je pense qu'on peut dédiquer. Le débat est très intéressant. Le débat est très intéressant. Oui, exactement. Et on a touché déjà des thèmes et des problématiques très importants. J'avais réservé une place pour notre collègue Anas Grab, mais malheureusement, je vois qu'il ne peut pas joindre la table ronde, donc je ne sais pas s'il peut se mettre en communication au moins par message pour poser une question. Sinon, je dois dire on peut définir ce qui nous a apporté l'intervention de Jean-Marc Chouel, que lorsque j'étais encore étudiant en Italie, il y avait Mario Baroni et Rossana Dal Monte qui avaient introduit les théories sémiotiques de Jean-Jacques Nattier, par exemple. Et Baroni avait publié aux années 80 un livre que je me rappelle bien, La grammaire de la mélodie. Donc, c'était un tentative de réduire des monodies à une grammaire, mais il avait pris Bach, Johann Sebastian Bach, comme source, qui c'est un peu bizarre pour nous aujourd'hui à penser ça, mais intéressant quand même. Mais on doit prendre l'invitation de Nicolas Meus à voir des perspectives pas sémiotiques dans l'analyse et dans la formulation d'une grammaticalité des monodies modales. Et donc, je voudrais passer la parole pour un essai de conclusion. Il y a encore la possibilité pour Jean During d'intervenir, bien sûr, s'il veut ajouter quelques mots, et après ce tour de table, et de terminer avec Nicolas Meus, si vous êtes d'accord. Alors, Jean. Puisqu'il est question de représentation, je trouve que là, ça a été publié il y a 1 an ou 2 par Dariush Talahi. C'est la transcription du répertoire canonique vocal d'un grand maître, et il a tout simplement choisi une représentation graphique qui est beaucoup plus parlante, beaucoup plus commode, et qui, surtout pour les chanteurs qui en Iran ne lisent pas les notes, en fait. C'est les instrumentistes qui lisent les notes. Est-ce que vous la voyez? Eh bien, il suffit de... Pas bien. Bien. Enfin, ça vous donne une idée, c'est un graphique sur papier. Maintenant, vous l'avez. C'est un graphique. On imagine très bien. On voit. Eh ben, il suffit de promener son doigt régulièrement sur la feuille, et puis de suivre, il y a les paroles en dessous, et puis il y a toutes les inflexions de la voix. Quand il y a un coup de glotte, ben, la ligne se décroche légèrement, et là on a des neumes extrêmement précis, parce que le papier millimétré vous indique que si ici il a marqué sol, donc c'est le centre de ce mode, et puis après vous avez la, demi bémol, si bémol, et tout ça. Bref,
je plaide pour ce genre de représentation. Je trouve que c'est une très bonne idée. Voilà. Et pour l'analyse aussi, parce que ça permet d'un coup d'œil de voir, par exemple, on a des moments en escalier, alors on comprend très bien que là, on est en train d'avoir une chute, des choses comme ça. C'est très astucieux. Bon, c'était juste comme ça un clin d'œil pour illustrer vos remarques. Oui, et c'est bizarre, peut-être que Nicolas Meus peut supporter mon impression que c'est la même chose qu'il faisait Anonymous quatrième dans les manuscrits Moyen-Âge avec sa notation dazienne. C'est graphique, c'est vraiment seulement l'auteur des... on n'a pas vu assez de détails. Ça me fait penser plutôt au Schillinger System que Gershwin avait connu, que Stravinsky avait connu, c'était un Américain qui écrivait de la musique sur du papier millimétré. Il faudrait voir quelles sont les distances interlignes, est-ce que ce sont des intervalles toujours les mêmes ou est-ce qu'ils dépendent du mode, etc. Mais bon, on ne va pas entrer dans les détails. Je veux dire, mais l'intérêt, c'est qu'on peut le faire par ordinateur. Lui, il l'a fait à la main, mais après, je lui ai dit, mais écoute, il y a des ordinateurs qui te le font instantanément. Ça, là, il y a le clavecin enregistreur du XVIIIe siècle qui écrivait sur du papier, qui écrivait les touches, qui faisait des traits en lisant les touches du clavier qui était joué, etc. Enfin bon, il y a toute une histoire de cette notation-là. Mais je crois que Jean-Marc Chouvel a quelque chose à nous dire à ce propos. Oui, en fait, c'était pour prolonger un petit peu ma remarque en fonction de tout ce qui vient d'être dit. Je crois qu'on aurait tort de limiter la sémiologie, en fait, à ces signes que l'on peut transcrire textuellement. Et je pense que, en fait, la sémiologie, surtout si on voit tout ce qui s'est développé au XXe siècle, elle touche tous ces aspects. Il y a une sémiologie de cet infra. Il ne faut pas exclure cette micromusicologie de la sémiologie. Au contraire, en réalité. C'est plutôt ça le sens de ce que j'aurais voulu dire. Parce que, on voit par exemple chez Nelson Goodman, quand il dit il y a des arts autographes et allographes, en fait, c'est ça que ça désigne. Mais je crois que la musique, elle est les deux, et qu'il y a de l'autographie dans le musical, c'est-à-dire que il y a de la présence stylistique d'un interprète qui a des éléments de style. Quand tout à l'heure un des intervenants cherchait la position de la tierce alsacienne, en fait rien ne nous dit que cette position n'est pas un marqueur stylistique extrêmement puissant par rapport à tel ou tel interprète et telle ou telle région, etc. Et tout ça, c'est de la sémiologie. C'est pas à exclure de la sémiologie, c'est-à-dire qu'il faut accepter un sens plus large de la sémiologie que simplement des aspects relatifs qui seraient canalisables dans quelque chose d'arithmétique, quoi. Mais bon, voilà, c'était pour prolonger. La table commence à être chaleureuse, mais je voudrais laisser à Nicolas Meus vraiment une sorte de conclusion après avoir suivi toutes les positions qui sont très claires maintenant. Oui, ça c'est un rôle difficile. Il n'en reste pas moins, me semble-t-il, que ces mélodies modales dont nous discutons sont effectivement notables. On peut les noter de toutes sortes de manières, mais elles sont notables. Ce qui a changé, me semble-t-il, relativement récemment, et c'est un changement que je n'ai pas suivi, c'est qu'on fait de la musique qui n'est pas notable. Ce sont notamment les musiques de bruit, mais je pense que c'est une nouveauté. Je pense qu'il n'y a pas d'exemple historique de musique qui ne soit pas notable. Donc c'est au XXe siècle qu'on a commencé à faire des musiques qui ne peuvent pas être écrites. Je ne pense pas que c'est une question de réécriture, c'est une question d'écriture. Est-ce qu'on peut écrire ou on peut évidemment tout représenter. Il y a eu des articles dans Analyse musicale sur la représentation des musiques électroacoustiques.
On peut faire des représentations. Il y a le célèbre article de Charles Sager sur écriture prescriptive, écriture descriptive, qui est bien écriture descriptive et prescriptive et pas notation. Ça a été traduit en français notation, mais c'était écriture. Donc il y a manifestement un très grand changement maintenant, que moi je ne suivrai plus, il est trop tard pour moi, mais c'est comme ça, c'est quand même cela que je voulais dire ce matin, c'est qu'il faut y être attentif. Il y a ce changement qui nous fait jeter un regard différent sur ces musiques anciennes notables, et nous pensions peut-être épuiser le sujet en les considérant comme notables. Ce que ces musiques nouvelles nous font voir, c'est que ça n'épuise pas le propos, ça n'épuise pas le sujet. Voilà, donc ça, comme conclusion, je voudrais aussi suggérer quelque chose pour la suite, peut-être pour une autre table ronde. Je reviendrai sur ce que demandait Frédéric Billiet, de rendre la sémiotique modale plus accessible à des étudiants. Et je me demande si, je dirais que c'est toujours la même chose, on passe toujours à l'écriture, mais si ce n'est pas, si un des moyens de le faire ne serait pas d'utiliser des dispositifs graphiques, plutôt que mathématiques, plutôt qu'arithmétiques. Je pense par exemple aux arbres de Chomsky, ou aux graphes schenkeriens, qui font usage de la notation musicale. Jean During nous parlait de ces notations d'Afghanistan, je pense, qui sont plus faciles à lire pour ceux qui ne savent pas lire la notation occidentale. Évidemment, si on ne sait pas lire la notation occidentale, elle est très mauvaise. Mais une fois qu'on sait la lire, elle est très bonne. Je pense que les étudiants de Frédéric Billiet, nos étudiants dans nos universités, sont habitués à lire de la musique. La grande force de Schenker a été d'imaginer des dispositifs de représentation de ces analyses qui étaient eux-mêmes formés de notation musicale, c'est-à-dire qui n'imposaient pas d'apprendre trop d'autres choses. Et donc, je me demande s'il n'y aurait pas moyen de faire de la sémiotique modale de Nida des représentations graphiques qui sans doute seraient simplifiées par rapport à ce que donnent les formulaires. Et ça, c'est peut-être pour une table ronde demain ou après-demain ou au prochain colloque, pourquoi pas. Voilà donc ce que je voulais dire maintenant. Encore une fois, moi je ne suis pas bon pour tirer des conclusions. Au contraire, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va dire demain, c'est pas ce que nous avons dit aujourd'hui. Et en fait, Nicolas, c'est le contraire, parce que vous avez touché exactement ce qu'on peut apercevoir après cette discussion. C'est-à-dire que si on veut vraiment aborder une thématique comme la formulation d'une grammaire ou arriver à des conclusions au moins générales sur ce problème, on doit répartir des moyens que nous avons à disposition. Et les moyens sont les écritures. Et on peut prendre en considération la faute d'écriture. On a évoqué la phonologie, on a évoqué l'apprentissage par cœur ou la transmission sans écriture. Mais l'écriture, c'est quelque chose qui, pour une grammaire, c'est effectivement le problème central. Donc, c'est une invitation que nous a formulée Nicolas Meus à la fin de proposer une prochaine table ronde pour voir les moyens que nous avons à disposition, les éléments constitutifs pour voir vraiment avec le Dieu la musique et pour pouvoir aborder une analyse de quelque manière. Donc, comme notre hôte à l'Université Antonine est le professeur Nida Boumrad, je lui laisse la dernière parole pour la clôture officielle de cette passionnante table ronde et je remercie vraiment avec chaleur tous les participants. Merci, merci. Merci beaucoup, Dinko Fabrice, très cher ami, d'avoir animé si bien notre table ronde.
Et je crois que nous l'avons enregistré, que je pense que ça pourra être un document très intéressant pour l'avenir, parce qu'il y a eu des questions et il y a eu des différences, mais des convergences, etc., qui étaient passionnantes, je pense. Et je voudrais qu'on puisse en laisser une trace si cela ne pose pas problème à nos chers collègues. Bien sûr, cette journée se termine, donc cette journée qui était consacrée aux grammaires modales. La deuxième journée sera consacrée à la perception des monodies modales, que ce soit la perception neurocognitive et l'éducation également, mais que ce soit également la cognition artificielle. Donc l'intelligence artificielle, en fait, sera aussi au programme de demain, et ça s'achèvera par une table ronde également sur ce sujet, et avant l'Assemblée générale de l'AMS, bien sûr. Et la troisième journée sera consacrée aux aspects thérapeutiques, donc à partir du moment où nous avons parlé de cette grammaticalité, puis de sa perceptibilité, et puis et éventuellement de son organisation du point de vue de l'intelligence artificielle. Nous aurons ensuite la troisième journée voir le dialogue entre les musicothérapies actuelles, donc modernes en Occident, et les musicothérapies d'autrefois traditionnelles en Orient. Donc voilà, je pense que notre colloque a bien démarré, j'en suis très heureux, et j'espère que nous pourrons continuer avec cette même intensité, cette même passion qui a caractérisé cette journée. Merci beaucoup pour tous les participants de cette journée, et je donne rendez-vous demain, comme prévu, à 9h européenne, donc romano-franque, si je puis m'exprimer, et tunisienne, donc en même temps, et 10h heure levantine, phénicienne. Merci beaucoup.